C'était une nuit d'octobre 1983, et Paris respirait cette lumière dorée et froide que seul l'automne sait produire. La brasserie Lippe, au cœur de Saint-Germain-des-Prés, était le genre d'endroit où l'histoire s'asseyait à table avec les clients. Fondé en 1880, le Lippe avait accueilli Hemingway, Picasso, Sartre, De Gaulle. Ses murs carrelés Art Nouveau et ses miroirs vieillis avaient été témoins de conversations qui avaient changé la littérature, la politique et l'art français. C'était, en somme, un endroit sacré, un lieu sacré, mais sacré à la manière parisienne, c'est-à-dire sans cérémonie excessive, sans révérence artificielle. Juste la conviction silencieuse que là, les choses arrivaient vraiment. Serge Gainsbourg avait fait sa réservation 3 jours plus tôt, pas par téléphone, personnellement comme il aimait le faire, en passant au comptoir avec cette cigarette éternelle entre les doigts et en disant au maître d'hôtel de sa voix rauque et légèrement ironique. « Réservez-moi ma table habituelle, Marcel. Jeudi soir. Je viens avec Charlotte. » Marcel Dupont, le maître d'hôtel du Lippe depuis 14 ans, avait noté sans avoir besoin de vérifier quelle était la table habituelle de Serge. Tout le monde le savait. La table 6, dans le coin gauche du salon principal, légèrement à l'écart des autres, avec vue sur l'entrée et suffisamment d'intimité pour que Serge puisse fumer, boire son whisky et converser sans être constamment interrompu par des admirateurs. Serge arriva à 20h20, comme toujours, ni ponctuel ni excessivement en retard, selon son propre rythme. Il portait sa veste de lin froissé, une chemise blanche sans cravate, les cheveux légèrement ébouriffés, une barbe de 2 jours. À 55 ans, il avait cette allure de quelqu'un qui ne s'était jamais forcé à paraître autre chose que ce qu'il était. Et c'était précisément cela qui le rendait inimitable. Charlotte Gainsbourg, sa fille de 12 ans, marchait à ses côtés avec ce sourire timide et lumineux qui promettait déjà tout ce qu'elle deviendrait. Marcel les accueillit à l'entrée avec un signe de tête respectueux. « Bonsoir Serge. Bonsoir mademoiselle Charlotte. Votre table est prête. » Serge hocha la tête, prit un cendrier sur le plateau d'un serveur qui passait, comme si c'était le geste le plus naturel du monde, et se dirigea vers la table 6. Ils s'installèrent. Serge commanda un scotch. Charlotte demanda une limonade. Ils ouvrirent les menus plus par rituel que par nécessité, car tous deux connaissaient le menu par cœur. C'était une soirée simple et bonne, le genre que Serge appréciait sincèrement, sans agenda, sans journaliste, sans obligation. Juste lui et sa fille, une nourriture décente et un silence productif. C'est alors que le couple entra. Édouard et Sylvie Marchand franchirent la porte de la brasserie Lippe, avec l'assurance tranquille de ceux qui ont l'habitude d'être reçus n'importe où. Édouard avait 54 ans et avait bâti sa fortune dans l'immobilier pendant la grande expansion des années 70. Il était grand, bronzé hors saison, avec un costume qui coûtait le salaire mensuel de n'importe quel employé du restaurant. Sylvie portait un collier que Marcel, discrètement expérimenté, estima à quelque chose proche de 40 000 francs. Ils étaient le genre de couple qui n'avait pas besoin de faire d'efforts pour être remarqué, et qui, paradoxalement, se vexait beaucoup quand il ne l'était pas suffisamment. Jean-Pierre, le deuxième maître d'hôtel du Lippe, les reçut avec toute la courtoisie professionnelle dont il était capable. « Bonsoir monsieur, madame, vous avez une réservation ?» Édouard Marchand releva légèrement le menton, comme quelqu'un qui considère la question légèrement offensante. « Nous n'avons pas réservé, non, mais nous venons régulièrement. Je suis sûr que vous pouvez nous trouver quelque chose. » Jean-Pierre consulta le registre. Le restaurant était pratiquement complet. Il ne restait qu'une table disponible près de l'entrée de la cuisine, bruyante et mal placée. Toutes les autres étaient occupées ou réservées. « Je suis désolé, monsieur, nous sommes complets ce soir. Je peux vous proposer la table près de la cuisine, ou bien nous pouvons vous inscrire pour dans 1 heure environ. » Sylvie Marchand inclina la tête et regarda autour d'elle dans le salon, avec cette expression de quelqu'un qui fait un calcul. Ses yeux se posèrent sur la table 6, un homme à l'allure négligée et une petite fille. L'homme fumait et regardait par la fenêtre avec une expression vague. Il semblait, de loin, simplement un monsieur mal habillé qui avait obtenu une bonne table sans la mériter. « Cette table, là-bas », dit Sylvie à son mari, d'un ton bas mais parfaitement audible pour Jean-Pierre. « Cet homme est seul avec un enfant. Ils n'ont pas besoin d'une table pour 4. » Édouard acquiesça et se tourna vers Jean-Pierre avec ce sourire cordial que les gens riches utilisent quand ils veulent donner un ordre, sans avoir l'air de donner un ordre. « Voyez ce que vous pouvez faire, mon ami. Nous sommes de très bons clients. Nous dépensons beaucoup ici. » Jean-Pierre savait exactement qui était assis à la table 6. Il avait personnellement salué Serge Gainsbourg des dizaines de fois au fil des années. Mais Jean-Pierre était jeune dans le poste. Il l'avait pris seulement 4 mois plus tôt. Et les marchands étaient, de fait, des clients fréquents et généreux. Il ressentit cette pression familière et inconfortable de devoir choisir entre 2 choses également impossibles.
Il commit l'erreur que les jeunes ambitieux commettent quand ils n'ont pas encore appris que certaines pressions doivent simplement être ignorées. Il se dirigea vers la table 6. « Monsieur, dit Jean-Pierre, avec son meilleur sourire professionnel, en s'arrêtant à côté de la table de Serge. Je suis vraiment désolé de vous déranger. Nous avons un petit problème ce soir. » Serge ne leva pas les yeux immédiatement. Il termina de tirer sur sa cigarette, souffla lentement la fumée sur le côté, puis regarda Jean-Pierre avec cette expression de lassitude légèrement amusée qui était sa marque de fabrique. « Un problème », répéta Serge, comme s'il testait le poids du mot. « Quel genre de problème ? Nous avons des clients très importants ce soir, monsieur, qui auraient besoin de cette table. Je me demandais si vous accepteriez de vous déplacer vers une autre table, peut-être vers le fond, qui est très confortable également. » Serge resta silencieux un moment. Charlotte regarda le maître d'hôtel, puis son père, sentant que quelque chose n'allait pas sans savoir exactement quoi. « J'ai une réservation, » dit enfin Serge, du même ton neutre. « Pour cette table, faite il y a 3 jours. »« Oui, bien sûr, monsieur, je comprends, mais ces clients sont des habitués très fidèles et… » Serge leva une main, un geste minimal, presque paresseux, mais qui fit taire Jean-Pierre immédiatement. « Des habitués très fidèles qui n'ont pas réservé, » dit Serge. Ce n'était pas une question. Jean-Pierre cligna des yeux. « C'est exact, monsieur, mais… » « Alors, » dit Serge, en écrasant sa cigarette dans le cendrier d'un mouvement tranquille, « le problème n'est pas le mien. » Jean-Pierre sentit le sol glisser légèrement sous ses pieds, mais les marchands observaient depuis l'entrée, et il s'était lui-même rendu le retour impossible. « Monsieur, vraiment, c'est une situation un peu délicate. Ces personnes sont… influentes. » Serge inclina légèrement la tête sur le côté. Il y avait une lumière étrange dans ses yeux, pas exactement de la colère, quelque chose de plus proche d'une incrédulité sincère, comme s'il se trouvait face à un phénomène de la nature qu'il n'avait pas prévu de rencontrer dans un restaurant de Saint-Germain. « Influente » répéta Serge. « Plus influente que ma réservation ?» À ce moment-là, quelque chose se produisit que Jean-Pierre n'avait pas calculé. Serge se leva de sa chaise. Pas de manière dramatique, pas avec de grands gestes. Il se leva simplement, avec cette lenteur caractéristique de quelqu'un qui n'a jamais hâte parce que le temps lui appartient. C'était un homme de taille moyenne, mince, avec ce visage que les Français décrivent comme un visage vécu, un visage marqué, qui raconte des histoires sans avoir besoin d'ouvrir la bouche. Mais quand il se leva et resta là, debout, avec la cigarette allumée dans la main gauche, quelque chose dans la salle changea imperceptiblement. Les tables les plus proches devinrent silencieuses. Une femme s'arrêta, la fourchette en l'air. Serge marcha jusqu'à l'entrée du salon où les marchands attendaient. Il ne fut pas appelé, il ne fut pas invité. Il y alla simplement, comme quelqu'un qui va examiner quelque chose de curieux. Édouard et Sylvie Marchand le regardèrent s'approcher sans le reconnaître d'abord, ne voyant que l'homme négligé de la table 6. « C'est vous », dit Serge, sans préambule, sans hostilité, avec la même curiosité qu'un scientifique examinant un spécimen. « Qui voulait ma table ?» Ce n'était pas une question. Édouard Marchand se redressa légèrement. « Nous avons simplement demandé si une table était disponible. »« Ma table, » dit Serge doucement, « n'est pas disponible. Elle est réservée. Par moi. Depuis 3 jours. » Il y avait quelque chose dans la manière dont Serge prononçait les phrases, très courtes, posées, chaque mot placé avec la précision d'un parolier qui avait passé 50 ans à choisir les mots, qui rendait impossible de l'interrompre. Sylvie Marchand essaya quand même. « Nous ne savions pas qui vous étiez. »« Ça, » dit Serge, et pour la première fois il y avait quelque chose au-delà de la curiosité dans sa voix, quelque chose de plus sec, de plus définitif. C'est exactement le problème. Il laissa le silence durer 2 secondes entières. « Vous ne saviez pas qui j'étais. Alors vous avez décidé que je valais moins que vous. » Sylvie ouvrit la bouche et la referma. Édouard regarda sur le côté. À ce moment-là, Marcel Dupont, le maître d'hôtel principal, qui avait tout entendu du fond du salon, traversa la salle en direction de l'entrée. Quand Marcel vit la scène, il devint pâle de la manière dont les gens deviennent pâles quand ils réalisent que quelque chose de très grave s'est produit sous leur responsabilité. « Serge, » dit Marcel en arrivant à ses côtés, « je suis absolument désolé. Je viens de comprendre ce qui s'est passé. » Serge se tourna vers Marcel avec une expression qui n'était pas de la colère, qui n'avait jamais été de la colère. C'était quelque chose de plus difficile à gérer que la colère. C'était une déception tranquille, la pire espèce. « Marcel, » dit-il, « ton jeune maître m'a demandé de quitter ma table parce que ces gens dépensent beaucoup d'argent ici. » Marcel ferma les yeux pendant une demi-seconde. « Je sais, et c'est impardonnable. » Le restaurant était maintenant complètement silencieux.
80 personnes avaient arrêté de manger, de parler, d'exister pour autre chose que cette scène. Et alors quelqu'un, à une table au milieu du salon, dit d'une voix basse mais parfaitement audible dans le silence absolu, « C'est Gainsbourg ». Le mot se propagea dans la salle comme une pierre jetée dans un lac calme. « Gainsbourg, c'est Serge Gainsbourg ». Mon Dieu, Édouard Marchand comprit le premier. La couleur quitta son visage bronzé de manière presque comique, laissant une pâleur grise qui ne s'accordait pas avec le bronzage artificiel. Sylvie cligna plusieurs fois rapidement des yeux, comme si elle recalibrait toutes les informations des 10 dernières minutes. Serge les observa comprendre et n'en tira aucune satisfaction visible. « Vous voyez » leur dit-il à tous les deux, toujours de ce ton bas et parfaitement calme. Le problème avec traiter les gens différemment selon leur apparence, c'est que parfois vous vous trompez sur qui ils sont, et parfois vous ne vous trompez pas. Et c'est là que c'est vraiment intéressant. Il tira une longue bouffée sur sa cigarette. Dans les deux cas, c'est mal. Marcel s'était repris et se tourna vers les marchands, avec la froideur professionnelle que seuls 14 ans de maîtrise peuvent produire. « Monsieur, madame, je dois vous demander de partir. Ce soir et à l'avenir, vous n'êtes plus les bienvenus à la brasserie Lippe. » Édouard Marchand inspira profondément pour dire quelque chose. « Nous dépensons des milliers de francs dans cet établissement chaque mois. »« Non, » dit Marcel, avec une simplicité absolue qui mit fin à toute discussion. « Vous avez dépensé. C'est terminé. Bonsoir. » La porte de la brasserie Lippe se referma derrière les marchands, avec ce son doux et définitif que les portes lourdes des bons restaurants parisiens ont. Pendant un instant, le silence persista. Puis quelqu'un commença à applaudir, puis un autre. En 10 secondes, tout le restaurant applaudissait. Serge ne se retourna pas pour recevoir les applaudissements. Il retourna à la table 6, s'assit, alluma une nouvelle cigarette et appela le serveur. « Un autre scotch, s'il vous plaît, et une autre limonade pour mademoiselle. » Charlotte le regardait avec ses grands yeux sérieux d'enfant, qui vient de voir quelque chose qu'elle ne comprend pas complètement, mais sait que c'est important. « Papa, » dit-elle doucement, « tu n'étais pas en colère. » Serge la regarda et, pour la première fois de la soirée, sourit vraiment, ce sourire asymétrique et légèrement ironique que les Français connaissaient grâce à 200 couvertures de magazines et 50 ans de photographie. « Non, » dit-il, « la colère, c'est pour ceux qui ont besoin de prouver quelque chose. » Marcel revint à la table après que le restaurant eut repris son rythme normal, bien qu'avec cette énergie différente que les lieux ont après avoir été témoins de quelque chose de significatif. « Serge, je dois m'excuser personnellement. Jean-Pierre a mal géré la situation et j'aurais dû être là. » Serge secoua la tête. « Jean-Pierre est jeune. Il a appris quelque chose ce soir. C'est suffisant. » Marcel acquiesça d'un signe de tête, mais l'expression sur son visage laissait clairement entendre que Jean-Pierre apprendrait la leçon de manière plus formelle et douloureuse le lendemain, lors d'une conversation que le jeune maître d'hôtel n'oublierait jamais. « Votre repas est offert par la maison, évidemment ?» Serge agita la main avec ce geste qui était à la fois un remerciement et un refus. « Je paie mon repas, Marcel. J'ai toujours payé mon repas ici. » Il fit une pause. « Apporte-moi juste un autre cendrier. Celui-là est plein. » Marcel sourit, pour la première fois vraiment cette nuit-là, et alla chercher le cendrier. L'histoire circula dans Paris au cours des semaines suivantes, avec la vitesse que seules les très bonnes histoires atteignent dans une ville qui adore une bonne histoire. La brasserie Lippe, qui était déjà une institution, devint quelque chose de plus, un endroit où même le plus célèbre de ses clients avait été traité comme un homme ordinaire, et où le patron avait choisi les principes plutôt que l'argent facile. Les réservations doublèrent. Marcel mit en place un protocole qui existe encore. Aucune réservation confirmée ne peut être transférée pour quelque raison que ce soit, à aucun client, quelle que soit la somme qu'il dépense ou qui il connaît. Jean-Pierre ne fut pas licencié, mais fut temporairement rétrogradé à des fonctions de soutien, passant 3 mois à observer comment Marcel gérait chaque situation difficile, avant d'être réintégré aux fonctions de maître d'hôtel. Des années plus tard, Jean-Pierre devint l'un des maîtres d'hôtel les plus respectés de Paris et racontait cette histoire dans chaque formation qu'il dispensait aux jeunes employés. Non pas comme la fois où il avait commis une erreur avec Serge Gainsbourg, mais comme la nuit où il avait appris que le respect n'est pas une monnaie que l'on distribue selon la valeur apparente de la personne qui se trouve devant vous. Les marchands ne revinrent jamais à la brasserie Lippe. Ils essayèrent une fois, 2 ans plus tard, en demandant à parler à la direction. Marcel sortit personnellement pour les recevoir à la porte. « Je me souviens de vous, » dit-il, avec toute la courtoisie du monde. « Et nous nous en souvenons aussi. Bonsoir. » La porte se referma à nouveau avec ce même son doux et définitif. Serge Gainsbourg continua à dîner régulièrement au Lippe jusqu'en 1991, toujours à la table 6,
toujours avec son scotch et son cendrier plein, parfois avec Charlotte, parfois avec des amis, parfois seul, toujours à l'aise, toujours selon son propre rythme. Marcel s'assurait toujours que la table était prête et que personne ne la dérangerait jamais. Non pas parce que Serge était célèbre, mais parce qu'il avait fait une réservation et que cela, à la brasserie Lippe après cette nuit d'octobre 1983, était sacré. Et parce que, comme Serge l'avait dit ce soir-là à sa fille, avec ce sourire en coin et cette sagesse fatiguée de celui qui a déjà tout vu, la colère est pour ceux qui ont besoin de prouver quelque chose. Et Serge Gainsbourg n'avait jamais eu besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il était, depuis toujours, exactement ce qu'il était.